mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'OZAP. L'emprise des fake news dans le débat public en France a pris des proportions peut-être historiquement inédites ces derniers temps. Pensons par exemple à la fausse déclaration de Francesca Albanese qui a été tenue très vite pour une vérité. Elle n'a absolument pas tenu sur l'État d'Israël les propos qui lui ont été prêtés et cependant toute la classe politique, à commencer par un ministre, lui ont opposé des démentis et ont demandé sa démission. Un mensonge, pour peu qu'il soit répété suffisamment, pour peu qu'on le rabâche à l'infini dans les médias, devient une vérité et prend tous les effets sociaux d'une vérité. Je reçois aujourd'hui Olivier Lecourt-Grandmaison, historien, politiste, qu'on connaît bien aux médias. Jean-Michel Apathy a été victime d'une campagne médiatique parce qu'il avait dit la vérité, une vérité bien connue des historiens d'ailleurs. Il avait dit, je crois que c'était sur RTL, eh bien on ne le sait pas, mais l'armée française a commis de nombreux oradours sur Glane et évidemment c'est totalement passé sous silence. Ça lui a coûté son poste, je crois, à RTL, une campagne terrible de la part de l'extrême droite, entre autres, pas seulement, et ça a fait l'objet d'un livre Au lien qui libère, publié donc par Olivier Lecourt-Grandmaison, sur les massacres coloniaux, pour faire le point justement sur ces questions. Ce sur quoi on voudrait revenir aujourd'hui, c'est plus généralement sur la place de la contre-vérité, ce qu'on peut peut-être appeler la contre-vérité, aujourd'hui, dans le débat public, la contre-vérité historique. À la suite de cette déclaration et à la suite d'une campagne qui a été menée par les Républicains, par l'extrême droite, par les médias bollorisés, campagne qui a contraint Jean-Michel Apathy à partir finalement de RTL. Or, il me semble que cet événement est l'expression d'une évolution assez spectaculaire, en effet, à la fois de la situation politique, de la situation médiatique et d'une certaine façon aussi de ce qu'on pourrait appeler la situation académique et universitaire. En ce sens où les propos qui ont été tenus par Jean-Michel Apathy, qui comparait et estimait en effet qu'au cours de la conquête et de la colonisation de l'Algérie, dans les années 1840, la France et plus spécifiquement l'armée d'Afrique conduite par le général Bugeaud avait commis ce que j'appelle moi des oradours coloniaux, s'est vu opposer non pas un débat des interprétations sur les faits, mais s'est vu opposer une mythologie nationale républicaine, ce que j'appelle aussi une mythologie impériale républicaine, à des faits qui sont, faut-il le rappeler, parfaitement documentés par des historiens, par des politistes, par des juristes, par des sociologues. Et ce dont on a vu, hélas, sinistrement triompher, ce n'est pas une post-vérité, ce sont des contre-vérités qui, en effet, l'ont emporté en raison de la mobilisation précitée et qui ont débouché sur ce qu'on sait. Ce qui est très inquiétant de ce point de vue-là, il n'est nul besoin de traverser l'Atlantique et d'aller du côté de Washington et du côté de Donald Trump pour se trouver dans une situation où, en effet, des mensonges deviennent, par la grâce d'une mobilisation politique, médiatique, deviennent effectivement, passent pour des vérités et produisent des effets de vérité, c'est-à-dire des effets de pouvoir de censure sur l'auteur des propos, mais aussi des effets de pouvoir de censure sur toutes celles et tous ceux qui travaillent sur la question coloniale, parce qu'on pourrait remplir une salle d'ouvrages juridiques, politiques et historiques sur la conquête de la colonisation de l'Algérie qui permettent d'objectiver, de documenter et de montrer en effet que l'armée d'Afrique a commis de très nombreux massacres avec en proportion un nombre de victimes bien supérieur à ce qui a été perpétré par la division d'Al-Shraj à Oradour, pour une raison relativement simple, c'est qu'il s'agissait en effet de purifier une partie du territoire algérien des populations indigènes qui y vivaient, parce que l'un des objectifs poursuivis par l'armée d'Afrique et la France à l'époque était déjà de créer les conditions nécessaires
à la transformation de l'Algérie en colonie de peuplement, ce qui suppose de pouvoir assurer en effet et la sécurité des biens et la sécurité des personnes, d'où effectivement de terribles massacres qui fonctionnent à la fois comme des massacres de représailles à l'encontre de tribus qui se sont opposées à la colonisation d'Algérie et qui ont soutenu éventuellement l'émir Abdelkader, mais qui fonctionnent aussi d'un point de vue beaucoup plus stratégique comme une véritable politique de la terreur destinée en effet à terroriser les populations civiles et à leur signifier très clairement qu'en cas de résistance à l'armée d'Afrique, elles seront effectivement massacrées. Cet épisode, me semble-t-il, a été hélas énormément ou par trop sous-estimé, me semble-t-il, d'une part par les gauches politiques, d'autre part par un certain nombre d'associations, dans la mesure où ce qui est en jeu, ce qui a été en jeu il y a un an, c'est d'une part la liberté d'expression et la possibilité pour les journalistes de dire ce qu'ils pensent sans être sanctionnés, et d'autant moins sanctionnés d'ailleurs que, encore une fois, même s'il l'a énoncé de façon très succincte, les propos de Jean-Michel Apathy sont renvoient à des événements parfaitement documentés. À des faits que personne ne conteste. Absolument. Il n'y a pas d'historien qui conteste ça, quel que soit leur bord politique. Il n'y a pas d'historien qui conteste la réalité des massacres. On peut débattre évidemment des interprétations des massacres, mais les massacres ont eu lieu. Et l'autre élément, me semble-t-il, c'est qu'au-delà de la défense nécessaire de la liberté d'expression et de l'indépendance des journalistes, il me semble que les gauches politiques sous-estiment depuis fort longtemps un combat qui est parfaitement assumé, parfaitement théorisé par les extrêmes droites et depuis très longtemps, et notamment par Alain de Benoît du Grèce, ça remonte à très loin, la fin des années 1970, la nouvelle droite, en effet. Alain de Benoît théorise ce qu'il appelle un combat métapolitique, utilise Gramsci en estimant que pour mener ce combat politique, les extrêmes droites ne doivent pas seulement mener un combat électoral et strictement politique, mais ces extrêmes droites doivent mener un combat culturel. Le modèle, c'est l'hégémonie culturelle, et ce en effet, concept de Gramsci tout à fait. Et le modèle, c'est l'hégémonie culturelle. Et l'objectif par ce combat étant évidemment de contribuer à préparer les victoires politiques et électorales des extrêmes droites à l'avenir. Et force, hélas, est de constater que nos ennemis et nos adversaires sur ce terrain-là ont remporté de très nombreuses victoires qui sont aussi le signe de notre nombreuses défaites. Et on aurait été en droit d'attendre de ces gauches politiques que sur la question coloniale, elles s'emparent justement de cette affaire montée de toutes pièces pour dire oui, des oradours coloniaux ont été perpétrés dans les colonies et d'opposer ainsi un discours de connaissance, un discours de vérité aux mensonges de ceux qui ont monté cette cabale contre Jean-Michel Apathy et ne défendent pas l'histoire, ne défendent pas la vérité, défendent une véritable mythologie nationale qui repose au mieux sur l'euphémisation, au pire sur le mensonge. Rappelons plus récemment que, interrogé par le même d'ailleurs par Jean-Michel Apathy, Édouard Philippe, candidat aux élections municipales au Havre, et bien sûr, puisqu'il rêve de cela, candidat à l'élection présidentielle en 2027, à la question posée par Jean-Michel Apathy qui était la suivante: est-ce que la colonisation a été un crime? Il répond doctement et sans plus se justifier, non. Ce qui témoigne là aussi de l'extraordinaire puissance de cette doxa. C'est-à-dire que ce candidat n'a même pas besoin de justifier la position qui est la sienne. Le non qu'il oppose à la question de Jean-Michel Apathy vaut vérité. Ça souffre pas de discussion. Ça ne souffre pas de discussion. C'est une affirmation péremptoire qui, au fond, se suffit à elle-même et parce qu'elle est énoncée par lui, passe, encore une fois, à la fois pour l'expression de la vérité et d'une position raisonnable qui renvoie perpétuellement celles et ceux qui ont travaillé sur les questions coloniales, dans quelque champ universitaire que ce soit, du côté d'une histoire qui serait excessive, partielle et partiale, en montant en épingle, pour le dire en ces termes, quelques massacres, mais qui seraient très loin de la vérité et de ce que la France aurait cherché à faire dans les différentes colonies au moment où la Troisième République s'engage dans la construction de l'Empire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les faits, et tant qu'ils sont minimisés, tant qu'ils sont considérés comme peu importants, au fond, on n'a pas besoin de les dénier, on n'a pas besoin de mentir pleinement, on ne fait que mentir par omission, en fait. Mais si jamais un intrus, un fâcheux se mêle de les rappeler, et même éventuellement de les qualifier. Là, tu parlais de crime concernant le dialogue avec Édouard Philippe.
ce qui caractérise le propos d'Apathy il y a un an à propos des massacres en Algérie, c'est aussi le lien qui est fait avec Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire avec des crimes qui ont été commis par des nazis. Absolument. Et là, il y a une dimension qui est vraiment importante, parce que l'ARCOM, donc l'autorité qui est censée régir la bonne tenue, disons, des interventions dans les médias, s'est auto-saisie au moment du scandale. Elle a été prise dans ce tourbillon lié à l'hégémonie culturelle de la droite, et elle a dit ça ne va pas du tout, nous allons enquêter. Ce qui nous, évidemment, nous a beaucoup fait sourire en tant qu'historiens, puisque se dit c'est bien, ils vont pouvoir s'asseoir un petit peu et savoir ce que tous les historiens savent. En fait, ils vont enquêter, ils vont ouvrir un livre, puis au bout de 5 minutes, ils auront vu que Apathy a raison. L'ARCOM s'en est tiré quelques mois après en disant le problème, et donc ils ont laissé de côté les faits. Ils ne sont pas allés dire non, c'est pas vrai. Ils ont dit le problème, c'est que ces propos risquent de banaliser le nazisme. Ce qui était effectivement la seule issue pour eux. Donc en fait c'est la comparaison qui réfute, ce qui renvoie évidemment au problème profond, à savoir si on commet des crimes dans les colonies, ça ne peut pas être la même chose que ce mal absolu que représentent les crimes des nazis. Ça implique que le nazisme est complètement extérieur à l'Occident, qui n'a rien à voir avec l'expérience coloniale antérieure notamment, qui n'a rien de commun avec tout ça. Bref, c'est la comparaison en fait, c'est le statut de ces divers crimes qui est aussi en cause. Oui, alors on touche là effectivement à un élément absolument fondamental des réactions provoquées par la déclaration de Jean-Michel Apathy. En effet, mais qui repose, me semble-t-il, là aussi et là encore, sur deux mythes constitutifs de la mythologie nationale républicaine, qui sont les suivants. Le mythe de ce que j'appelle l'exceptionnalisme, c'est-à-dire l'idée, qui est plutôt une opinion, mais ou une idéologie, selon laquelle la France, en raison de ses très glorieuses traditions héritées des Lumières, de la Révolution française et des différentes républiques, ne saurait évidemment commettre de crimes significatifs, et bien sûr, moins encore de crimes susceptibles d'être si peu que ce soit comparés avec les crimes commis par les nazis. Et le second mythe qui prospère en partie à partir du premier, qui renforce, et ils se renforcent mutuellement, c'est ce que j'appelle la mythologie immunitaire, à savoir le fait que, à raison même de ces remarquables traditions, la France serait, sinon par essence, au moins historiquement, politiquement, philosophiquement, immunisée contre la possibilité même de perpétrer de tels crimes. Non pas seulement la France, en général, mais bien sûr la République en particulier. D'où, effectivement, une innocence fondamentale. Une sorte d'innocence, non pas forcément ontologique, mais au moins une innocence historique, depuis que la France est pensée comme l'héritière, la fille aînée des Lumières et des Républiques. Mais là où ça faisait difficulté, et là où Apathy s'est engouffré, c'est que les crimes en question, Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire prendre 600 villageois, les mettre dans une église, tous les tuer, des civils, ça correspond effectivement au modus operandi qui est bien documenté de la part de l'armée de Bugeaud en Algérie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dénier les faits sérieusement. Il y a effectivement des massacres programmés, froidement exécutés, de dizaines, de centaines de civils. Et ça a été réédité à plusieurs reprises. Donc en fait, le parallèle entre les faits, on ne peut pas ne pas le faire. C'est simplement une interprétation ensuite qui est contestée et qui est impossible aux yeux de l'ARCOM, aux yeux de la droite, pour des raisons qui sont complètement, en réalité, indéfendables. Oui, alors il faut revenir... Nous, on est innocents, comme tu disais. Nous, c'était au nom des Lumières. Nous, on a colonisé, comme Jules Ferry ensuite l'a bien dit, pour élever les indigènes, alors que les nazis voulaient tuer pour tuer. Et puis en plus, les gens qu'ils ont tués, c'était des Français, c'était des Blancs. Enfin, voilà, c'est difficile comme argument. Oui, alors il faut revenir sans doute sur les faits et la comparaison pour mieux les préciser. Quand la division Daesh-Rach commet effectivement les massacres à Oradour-sur-Glane, elle prend soin de séparer les hommes en âge de combattre des femmes, des enfants et des vieillards. Ceux qui sont en âge de combattre sont fusillés parce qu'il s'agit de signifier très clairement qu'en tant qu'ils sont en âge de combattre, ils sont suspectés, supposés et se voient imputés, quelle était leur action, d'être des soutiens de la résistance. Ils sont donc fusillés comme des partisans.
celles et ceux qui ne peuvent pas combattre ou qui ne sont pas pensés comme tels sont effectivement brûlés dans une église. Et rappelez que, effectivement, ce qui est bien connu, ce qui est bien documenté, les enfumades perpétrées par les officiers supérieurs agissant sous les ordres de Bugeaud relèvent du même type de massacre. Rappelons cette phrase historique du général Bugeaud, qui, alors que ses officiers s'apprêtent à partir en campagne, déclare très tranquillement ceci: « Si ces gredins se retirent dans leur caverne, fumez-les comme des renards ». Très intéressant, parce qu'on a là la bestialisation de l'ennemi, et chacun sait que les renards, ça ne se tue pas uniquement. Au fond, ça s'extermine, au sens que le terme a au XIXe siècle, c'est-à-dire au sens de massacre de masse, pas de génocide. Et effectivement, l'enfumade la plus connue est celle du général Pélissier, et rappelez qu'il procède à l'enfumade d'une tribu entière, réfugiée dans les grottes du Dara, qui est une tribu qui n'est pas armée, dont les membres ne sont pas armés, qui plus est une tribu qui ne pose plus aucun problème militaire et de sécurité pour les soldats parce qu'elle n'est pas armée, et d'autre part parce que le général Pélissier vient de remporter une bataille. Il procède néanmoins à l'enfumade, selon un protocole d'ailleurs qui a été établi auparavant. Autrement dit, il n'agit pas à chaud en réaction, par exemple, à une embuscade et un massacre qu'il aurait subi. Il agit parfaitement à froid, et l'on comprend bien par là même que cette enfumade s'inscrit effectivement dans une stratégie de la terreur. Et j'en veux pour preuve, en effet, que quand bien même cette enfumade a provoqué un scandale minime à Paris du côté de la Chambre épère à l'époque, qui n'est pas connu pour son radicalisme politique, c'est peu de le dire. Il y en a quelques-uns qui ont des scrupules, quoi. Qui disent, ah, quand même. Oui, scrupules rapidement ravalés, et qui n'auront strictement aucune conséquence ni politique ni militaire pour les intéressés. J'en veux pour preuve notamment que ces enfumades ont perduré par la suite, à ceci près que ceux qui les commettaient, à la différence de Pélissier, ne les ont pas rendus publics. Et donc, on a bien affaire à une véritable stratégie politique. Et rappelez quand même, pour celles et ceux qui réfutent du côté des extrêmes droites et des droites de gouvernement, ou y compris parfois dans le champ académique, les liens entre l'expérience coloniale, l'expérience de l'impérialisme et l'avènement de régimes totalitaires et de certaines pratiques de terreur et certaines pratiques militaires, que Hannah Arendt, dans cette trilogie remarquable des origines du totalitarisme, consacre une partie très substantielle, un volume entier, à la question de l'impérialisme, parce qu'elle est absolument convaincue, elle en apporte la démonstration remarquable sur un certain nombre de points, que cette expérience des puissances européennes à la fin du 19e, à partir de 1885, donc au lendemain de la conférence de Berlin, a joué en effet un rôle absolument essentiel dans ce qu'on doit appeler l'avènement de guerres totales et des pratiques de terreur à l'encontre des indigènes d'abord, et ces pratiques de terreur qui ont été retournées évidemment par le régime national-socialiste, non plus seulement contre des indigènes des Suds, mais contre des indigènes européens qui ont été déchus au fond de leur statut d'Européens, ravalés au rang d'indigènes, ravalés au rang de populations faisant peser une menace existentielle, ce qui a justifié en effet la destruction des Juifs d'Europe. Mais ça, Hannah Arendt le dit et le démontre dans les années 60-70. Donc ça commence à faire un certain temps. Même avant, parce que la publication des origines du totalitarisme, c'est dans l'immédiate après-guerre. La traduction française est très tardive pour toute une série de raisons. Et de contexte à la fois politique, éditorial et culturel. Et ce que je voulais dire, donc, c'est qu'elle a eu beau faire ce travail dès l'après-guerre et voilà, dans les décennies qui ont suivi, c'est quelque chose qui, en France en particulier, n'est reconnu que assez récemment en réalité, et qui reste largement contesté. Alors, reconnu relativement récemment, en effet, et disons, contesté encore relativement dans les marges. Alors qu'au-delà des origines de la guerre totale, dont on est en droit de penser, je pense qu'on doit penser comme ça, ceci, non pas par idéologie et posture a priori, mais parce que les faits le démontrent, ce n'est pas simplement l'importation en Europe, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, des méthode de la guerre totale. Mais rappelez que l'internement administratif, qui a d'abord été une disposition massivement appliquée dans les colonies, et pas seulement par la France, a ensuite été importé en Europe
et en France en particulier, que le principe de la responsabilité collective, qui a été massivement appliqué dans les colonies, qui est une disposition exorbitante du droit commun, qui contrevient à un principe absolument fondamental du droit pénal moderne, qui est le principe de l'individualité de la peine. Le principe de la responsabilité collective et son application a été massivement appliqué dans les colonies, avant, si je puis dire, d'être importé et utilisé, non pas seulement d'ailleurs par le régime totalitaire national-socialiste, mais antérieurement par le régime totalitaire stalinien, qui a massivement utilisé le principe de la responsabilité collective pour frapper des populations entières et frapper ceux qui étaient identifiés comme des ennemis politiques existentiels du régime et qui frappaient non pas seulement ceux qui étaient accusés, mais qui pouvaient frapper leurs proches, leurs femmes, leurs familles, leurs enfants, au motif, selon un slogan sinistrement utilisé par Staline et ses séides, que la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Autrement dit, si un commet un crime contre l'État soviétique, ceux qui, de son entourage, s'ils ne l'ont pas dénoncé, sont coupables de ne pas l'avoir dénoncé, justement. D'où l'application catastrophique, là aussi et là encore, du principe de la responsabilité collective, dont les origines sont effectivement coloniales. Alors, si on en revient justement aux conditions dans lesquelles une analyse comme celle d'Hannah Arendt, qui ne date pas d'hier, peut prévaloir pour la compréhension collective, pour le consensus politique. Aujourd'hui, il est devenu difficile de soutenir le contraire, donc de soutenir qu'il n'y aurait pas de lien entre cette expérience coloniale et les crimes facilement condamnables du nazisme ou même du stalinisme. Le fait que bien longtemps, donc, il était difficile de soutenir ça, en particulier pour la colonisation. Ce sentiment d'innocence, des Français notamment, qui les empêchait de pouvoir reconnaître que la République de Jules Ferry aurait pu se laisser aller à tout ça, c'est lié à cette question de l'hégémonie culturelle. Dont on parlait. Il y a des choses qui sont facilement pensables et d'autres qu'il est très difficile de dire. Oui, alors c'est lié en effet, alors là, à une involution à la fois politique, culturelle et médiatique très spectaculaire, marquée par la montée des extrêmes droites, l'extrême droitisation des partis du gouvernement. Simplement rappeler ceci, qu'un membre des LR, candidate à Marseille, peut reprendre à son compte la formule pétainiste « travail, famille, patrie », sans que cela ne provoque un scandale politique national, ce qui témoigne là d'une extrême droitisation des forces de droite traditionnelles tout à fait significative et un pas supplémentaire. Mais elle n'avait même pas conscience elle-même, ça c'est fascinant, manifestement tout de suite, quand elle a dit ça, quand elle a dit que c'était ses valeurs, que ça ne pouvait qu'immanquablement renvoyer à Pétain, au crime de la collaboration, au fascisme français, en tout cas à la révolution nationale de Pétain. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas conscience de ça. Et quand son interlocuteur lui a fait remarquer, elle dit oui peut-être, mais c'est pas le problème. Et non, elle a dit ce sont mes valeurs. Elle a dit de toute façon ce sont mes valeurs. Voilà. Ce sont mes valeurs. Peu importe. Et ça c'est de l'hégémonie culturelle. Tout à fait. Alors c'est à la fois une hégémonie politique et culturelle. Le fait qu'on oublie, l'hégémonie culturelle antérieure aurait empêché de dire ça. C'est-à-dire que même ceux qui le pensaient, et l'Alexandre l'a toujours pensé, mais elle n'osait pas le dire comme ça. Là, ça va plus loin. C'est inconsciemment quelque chose qui est spontanément et innocemment pensé comme des valeurs à défendre, et on a oublié ce que c'était, ce que ça voulait dire et à quoi ça se réfère toujours en réalité, à savoir le pétainisme transcendantal peut-être de la France. Alors, hégémonie culturelle et politique, assurément, qui est, si je puis dire, renforcée par ceci, que la mythologie nationale républicaine, comme la mythologie impériale républicaine, fonctionne au fond comme autant d'objets sacrés, mais dans un sens assez particulier, c'est-à-dire le sacré en tant que ces objets, ces représentations, ces mythes idéologiques, comme le dit Marcel Détienne, comme il l'écrit dans un ouvrage tout à fait remarquable, où il étudie cela, entre autres, sacrés en ce sens que ces mythologies ne peuvent pas et ne doivent pas être touchées, sauf à commettre un crime de lèse-nation. D'où l'extraordinaire violence des réactions dès lors qu'on cherche à remettre en cause je reprends là le néologisme forgé par Marcel Détienne, à la fois mythe-idéologie parce qu'il s'agit d'un discours des origines, et un discours des origines évidemment prestigieuses et de la France et des républiques, et au fond, idéologie également, parce que ces mythologies nationales républicaines et cette mythologie impériale républicaine partagent toute une série d'éléments avec les idéologies, notamment le fait qu'au fond, ces mythologies sont en quelque sorte infalsifiables. Quels que soient les ouvrages proposés, quelles que soient les démonstrations faites, quel que soit le champ universitaire investi pour montrer
que ces mythologies prospèrent encore une fois sur l'euphémisation ou le mensonge. Ce sont elles, si je puis dire, ces mythologies qui triomphent parce qu'elles sont constitutifs de toute une série de représentations pensées comme absolument fondamentales pour la représentation nationale, pour les forces politiques qui dirigent ce pays, et aussi évidemment, sans doute pour une partie des citoyens, que ces mythologies entretiennent dans la fierté d'appartenir à cette grande et glorieuse nation qu'est la France depuis des temps immémoriaux et qui s'est caractérisée effectivement par l'extraordinaire supériorité prétendue de sa culture, de sa civilisation, de ses lettres, etc., etc. Ça renvoie à ce que disait Renan sur ce que c'est qu'une nation, dans sa fameuse conférence de 1882, quand il disait faire nation, ça oblige à oublier plein de choses, à laisser de côté plein de choses. Il disait pas mentir par omission, mais en fait, il le pensait, quoi. Alors, Renan, de ce point de vue-là, occupe une position tout à fait singulière parce qu'il est à la fois, en effet, l'un des théoriciens principaux de la conception dite française de la nation, et il participe en tant que, à la fois, professeur au Collège de France, spécialiste de toute une série de disciplines, perçu comme un très grand écrivain. C'est un immense savant, de fait. C'est un immense savant, donc il occupe toute une série de places très importantes dans différents champs des débuts de la Troisième République. Et en même temps, en effet, il est parfaitement conscient que les mythologies nationales et les nations, pour se constituer, reposent en effet sur l'occultation de toute une série d'événements particulièrement violents. Et là, relativement à ce qui nous intéresse, évidemment, c'est bien sûr les colonisations, parce que nous avons beaucoup parlé de l'Algérie, mais au fond, les méthodes employées par l'armée d'Afrique lors de la conquête de l'Algérie, d'une part, ont été réemployées, modernisées, adaptées au contexte nouveau lors du dernier conflit algérien qui débute le 1er novembre 1954 et qui s'achève le 19 mars 1962. Mais ces techniques de la guerre contre-révolutionnaire qui ont été théorisées à l'époque dans le cadre de la doctrine de la guerre révolutionnaire ont été utilisées à Madagascar et ont été utilisées aussi, faut-il le rappeler, dans un conflit très longtemps oublié au Cameroun, y compris après l'accession à l'indépendance de ce pays. Très bon exemple d'occultation totale, la guerre du Cameroun. Puisque... Très bon exemple, en effet, d'occultation totale, d'autant plus que celui qui porte une responsabilité remarquable dans la conduite de ce conflit est un ancien ministre, une très grande figure de la Ve République, très grande figure du gaullisme, et qui n'est autre que Pierre Messmer. Juste pour en revenir à Renan et sa conception de la nation, lui, ce qui préconisait d'oublier, ce sur quoi il préconisait de mentir par omission, c'était pas tellement les crimes coloniaux, auxquels il n'était pas du tout sensible, pas plus que les autres de son époque, c'était les guerres civiles. Alors, quand même un épisode de nature coloniale, disait-il, la colonisation de l'Occitanie, par le Nord, par les barons du Nord, par la royauté française au Moyen-Âge, mais aussi après les massacres de la Saint-Barthélemy, typiquement. Il n'avait pas en tête les crimes de la colonisation, mais évidemment, en réalité, le système nation tel que il fonctionne, il doit fonctionner aux yeux de Renan, implique cette occultation ultérieure. Alors, deux choses, en effet. Je pense qu'il a en tête les massacres que vous avez cités, mais il a en tête un épisode catastrophique qui est à l'origine, entre autres, de la Troisième République, c'est évidemment la Commune de Paris, oui. Qui est une obsession pour l'ensemble des pères fondateurs et des premiers dirigeants de la Troisième République, dans la mesure où la Commune de Paris réactive le spectre, qui à l'époque n'est pas un spectre évanescent et lointain, de la sociale, c'est-à-dire de la Révolution. Et relativement à la question coloniale, rappelons en effet que Ernest Renan a cette phrase remarquable, et c'est lié évidemment au premier point, une nation qui ne colonise pas est vouée au socialisme. Autrement dit, Renan, comme beaucoup de ses contemporains, estime qu'une des façons de lutter contre le spectre de la sociale, c'est d'engager plus que jamais la France dans, entre guillemets, l'aventure coloniale. Rappelez qu'il n'est pas le seul à défendre cette position, que Victor Hugo, ce très grand écrivain républicain, qui est devenu qui a été intégré très rapidement au panthéon républicain, dans un discours célébrissime destiné à célébrer l'abolition de l'esclavage, discours sur l'Afrique, tient
presque exactement les mêmes propos. Il défend au fond le même projet, dans la mesure où il estime que la conquête de l'Afrique, la mise en place de colonies de peuplement, permettra, je reprends sa formule, de transformer les prolétaires en propriétaires. Et donc ils changeront de statut, ils étaient exploités et soumis et éventuellement rebelles et révoltés contre le système qui les exploitait et les opprimait. Ils deviendront des propriétaires, doublement reconnaissants pour la République, d'une part parce qu'ils ont changé de statut, et d'autre part parce qu'ils sont devenus des propriétaires redevables à la République. Et donc, pour Victor Hugo, là aussi, là encore, la conquête coloniale est pensée comme un élément absolument essentiel qui participe de la résolution de la question sociale et de l'intégration des classes pauvres et dangereuses, des classes laborieuses et dangereuses à la République et de leur neutralisation sociale et politique. Et de fait, le rapport à l'Algérie a fonctionné comme ça. C'est-à-dire que la colonisation de peuplement de l'Algérie servait à exporter les surplus prolétaires ou les condamnés, ceux qui n'avaient plus leur place en France, pour qu'ils aient éventuellement la possibilité d'aller mieux réussir ailleurs. Tout à fait, on trouve, et devenir propriétaire même éventuellement. On trouve dans toute une série de discours l'idée selon laquelle, effectivement, les classes pauvres, laborieuses et dangereuses, de gré ou de force, devront ou pourront être exportées dans les colonies. Alors, il y a eu l'Algérie, il y a eu la Nouvelle-Calédonie pour un certain nombre de communards, en effet, et là, de force, et de gré lorsque, effectivement, la Troisième République a mis au service de la colonisation de peuplement de l'Algérie des moyens financiers, humains et juridiques significatifs et très importants afin de développer la colonisation de peuplement, notamment après 1885. C'est aussi le cas de la colonisation de l'Australie, hein, côté britannique, entre autres. Si on en revient à ces figures comme Renan, qui n'est pas un homme de gauche, hein, mais Hugo, et c'est plus douloureux parce que c'est un homme de gauche, ce type de propos, il y a un ethnocentrisme absolument total. Il y a cette idée aussi qui est quand même au fondement du libéralisme, hein, que les terres des indigènes sont les terres de personne. Et qu'il suffit de les prendre finalement, qu'elles sont les propriétés de personne et que les Européens peuvent librement et sans que cela présente aucun problème au fond moral ou juridique s'en emparer. C'est très exactement les propos tenus par Victor Hugo dans son célèbre discours sur l'Afrique, où il dit l'Afrique n'est à personne. C'est déjà Locke, c'est ce que dit déjà Locke au XVIIIe siècle. Tout à fait. L'implicite de cette proposition, c'est que, en effet, les indigènes, en raison de leur supposée arriération économique, technique et sociale, sont paresseux, non pas individuellement mais collectivement, et pour des raisons structurelles très profondes et très anciennes. La conséquence de cette paresse imputée à des peuplades, à des ethnies, comme on dit à l'époque, entières, a pour conséquence l'absence de mise en valeur, vocabulaire de la Troisième République, des territoires conquis. La conséquence étant, si la France s'empare de ces territoires, non seulement elle va les mettre en valeur, et la mise en valeur de ces territoires vont évidemment profiter aux colons, mais l'implicite, qui est un explicite en fait à l'époque, la mise en valeur de ces territoires ne va pas simplement profiter aux colons, elle va profiter évidemment aux indigènes, qui en raison de cette mise en valeur vont être arrachés à la pauvreté originelle et native qui est supposée être la leur, et qu'ils vont eux aussi gagner à l'exploitation optimale de ces terres et à la présence française. Ce qui permet d'alimenter la grande mythologie impériale républicaine, selon laquelle la colonisation française, à la différence de la colonisation britannique et espagnole, n'est pas une colonisation qui a pour objectif l'exploitation éhontée des territoires et des populations vaincues, mais a pour objectif donc la mise en valeur de ces territoires et l'élévation des populations vaincues, élévation à la fois économique, sociale, financière, et évidemment ce supplément d'âme qui est supposé être caractéristique de la France et en plus encore caractéristique de la République, un supplément d'âme civilisationnelle et culturelle, puisque en étant présente sur tous les continents, la France va évidemment faire bénéficier de ces remarquables lumières les indigènes qui jusque-là n'avaient pas pu en profiter. C'est typiquement le fameux discours de Jules Ferry, hein, et toute l'idéologie qui va avec. Et on voit très bien comment de là, on en arrive à la réaction d'Édouard Philippe et à
d'autres épisodes antérieurs, de mémoriel, les tentatives pour inscrire dans la loi le fait que la colonisation n'a pas été répréhensible, en tout cas qu'elle a apporté, qu'elle a eu des côtés positifs. Tout à fait. Alors, oui. Préciser ceci, que contrairement à ce qui est parfois dit et répété de façon un peu pavlovienne, me semble-t-il, sur le refoulé colonial, il n'y a pas de refoulé colonial. Cette proposition qui emprunte de façon très triviale et superficielle à la psychanalyse tombe complètement à plat et ne correspond pas à la réalité, dans la mesure où ce qui est beaucoup plus probant, et me semble-t-il confirmé par à la fois les discours et les pratiques, n'est pas un refoulé colonial, mais un assumé colonial. Assumé colonial par les forces républicaines, assumé colonial sous la 3e, sous la 4e et la 5e République, assumé colonial du côté des extrêmes droites, et désormais assumé colonial du côté des droites dites républicaines, qui reprennent à leur compte sur ce terrain-là les discours les plus convenus de l'extrême droite, et sont en fait les ventriloques, en effet, de la mythologie impériale républicaine forgée sous la Troisième République. Et c'est effectivement cela qui triomphe, qui s'impose, et qui s'impose de façon beaucoup plus agressive et beaucoup plus insistante que par le passé, parce que la question coloniale, désormais, est au plus haut de l'agenda politique de ces forces, et parce que c'est évidemment un point de confrontation et de concurrence entre les extrêmes droites et ce qu'il reste des républicains. On peut peut-être terminer précisément sur cette actualité politique là-dessus. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, au fond, cette manière d'assumer la colonisation, si elle est hégémonique, on l'a bien vu avec l'affaire Apathy, en même temps est en crise d'une certaine manière. Je ne sais pas si on peut dire ça. Il y a quand même, me semble-t-il, plus de remise en cause de ce type de discours aujourd'hui, malgré tout. Alors peut-être pas dans les secteurs visibles, peut-être pas médiatiquement, mais peut-être que c'est lié au fait que les descendants des colonisés aujourd'hui ont une place plus importante dans les sociétés du Nord. C'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à tenir. Alors, je suis peut-être trop optimiste. Oui, j'aurais tendance à le penser pour la raison suivante. C'est qu'en effet, la production académique universitaire sur les sujets n'a pas cessé. Et d'autre part, vous avez raison de le rappeler, qu'aujourd'hui, les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale se sont mobilisés depuis longtemps pour la reconnaissance des crimes coloniaux. Je pense au massacre du 8 mai 1945 à Sétif, Galma et Kherrata en Algérie, bien sûr. Je pense au massacre perpétré le 17 octobre 1961 à Paris, dans la région parisienne, qui ont donné lieu et qui donnent lieu encore à des mobilisations significatives. Reste que si l'on tire le bilan de ces mobilisations et de la production académique et universitaire sur le sujet, jusqu'à présent, l'ensemble n'a pas réussi non seulement à arracher aux plus hautes autorités de l'État une reconnaissance précise et circonstanciée des crimes commis, et surtout n'a pas permis de faire reculer si peu que ce soit l'hégémonie culturelle et politique des extrêmes droites et des droites de gouvernement. Et de ce point de vue-là, au regard de l'involution de la situation politique, il est fort à craindre que et les uns et les autres se trouvent dans une situation plus difficile encore. Et là aussi, je pense qu'il faut se rappeler constamment ce qu'il se passe aux États-Unis relativement aux universités qui ont été très violemment attaquées politiquement, financièrement par Donald Trump. Et en France, il n'est pas nécessaire d'agir, si je puis dire, drapeau déployé en menant une sorte de croisade contre l'université et le CNRS. Il suffit, budget après budget, année après année, de réduire effectivement le budget de ces deux institutions de recherche et universitaires pour contraindre et placer un certain nombre de sciences humaines et de sciences sociales et de la philosophie dans des situations financières et matérielles telles que ces disciplines perdent des enseignants, des étudiants, et s'étiolent en effet de façon gravissime. À côté de cette question des moyens, de la recherche, de la possibilité même, des possibilités même d'existence du travail de recherche en sciences humaines, du travail de recherche en histoire, il y a aussi, bien sûr, la question de l'espace public dans son ensemble et l'emprise de plus en plus
totale presque de quelques milliardaires, de quelques groupes, non seulement sur les médias, mais aussi sur la production des livres, et même sur leur lieu de vente, constitue un thème majeur. Alors il y a une initiative de ta part, je crois, autour des relais H de Bolloré, hein, c'est ça, de boycott, d'appel au boycott de ces, combien sont-ils ces magasins? Plusieurs 450. centaines, hein, de ces 450 magasins. On ne peut pas aller ailleurs que dans un relais H, c'est-à-dire chez Bolloré, quand on veut acheter un livre avant de prendre le train, et bizarrement, face à quoi se retrouve-t-on quand on rentre dans un relais H dans n'importe quelle gare de France? Eh bien, par des livres qui sont presque tous, exclusivement, des livres qui diffusent d'une manière ou d'une autre cette idéologie de droite extrême ou d'extrême droite. Alors précise en effet la situation pour montrer que là aussi, là encore, elle est, me semble-t-il, particulièrement grave. Que des milliardaires aient investi des médias, télévision, radio, maisons d'édition, la chose n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle en France, elle n'est pas nouvelle en Italie. Le nouveau en France, c'est que effectivement désormais, Bolloré assume de transformer des maisons d'édition, Fayard en particulier, des médias télévisuels et des radios et des journaux, en mettant l'ensemble au service d'une croisade qui est parfaitement assumée par lui. Combat civilisationnel. Un combat civilisationnel. Et ce sont ces termes. Tout à fait. À lui. Qui, au fond, s'inscrit dans, effectivement, ce qui a été théorisé sur le combat métapolitique, politico-culturel. Et la transformation d'une très grande maison d'édition très prestigieuse par le passé, qui est désormais une officine, effectivement, de l'extrême droite, qui publie... outre l'ancien président de la République, celui qui a fait un passage en prison, à savoir, qui vous savez, mais qui publie aussi Jordan Bardella, Éric Zemmour, Marion Maréchal Le Pen, Philippe de Villiers. Et donc une force de frappe en effet très importante parce que les relais H sont présents dans les gares, dans les aéroports et dans les hôpitaux, qu'ils ne vendent par ailleurs pas seulement des livres et des journaux, mais qu'ils vendent aussi des boissons, etc., etc. Et que contre cette instrumentalisation de ces médias et de cette maison d'édition, il me semble absolument nécessaire de réagir. Il faut ajouter, pour compléter le tableau terrible, que désormais Bolloré est soutenu, ou qu'il a vu rejoindre son combat un autre milliardaire, Pierre-Édouard Stérin, qui lui aussi mobilise son capital social, son capital financier très important et son capital politique au service des extrêmes droites et de leur combat politico-culturel. D'où, me semble-t-il, effectivement, la nécessité d'un appel au boycott des relais H contre l'offensive réactionnaire de Bolloré. Et si celles et ceux qui écoutent cette émission sont intéressés pour signer cette pétition, il suffit de taper sur un moteur de recherche que je ne nommerai pas le titre que je viens de citer, boycott des relais H contre l'offensive réactionnaire de Bolloré, pour trouver la pétition et pouvoir la signer en ligne. Merci beaucoup. Olivier Lecourt-Grandmaison. Je rappelle donc que tes deux derniers livres s'appelaient pour l'un Oradours coloniaux français et ils partaient de l'épisode Apathie précisément, et puis l'autre, le roman... La fabrique du roman national républicain. La fabrique du roman national républicain, c'était aux éditions Amsterdam. Et Oradours coloniaux français contre le roman national est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'On s'autorise à penser. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez regarder le média non plus seulement sur YouTube, non plus seulement avec les Freebox sur votre télé canal 165, mais aussi si vous avez une box Orange sur le canal 235. Le média ne vit que de vos dons et de vos abonnements. Rendez-vous sur lemediatv.fr. À bientôt.